Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre magazine Ça fait l'actualité. La drépanocytose demeure aujourd'hui la maladie génétique la plus répandue au monde. En Afrique subsaharienne, des milliers d'enfants continuent pourtant de mourir avant l'âge de 5 ans, faute de dépistage précoce et de traitement adapté. Alors face à cette urgence sanitaire, Abidjan accueille le 10e symposium international du réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale, le REDAC, une rencontre scientifique majeure qui réunira donc experts, chercheurs et spécialistes venus de plusieurs pays africains autour des défis liés à la recherche, au diagnostic et à la prise en charge des patients. Et ça fait l'actualité. Douleurs chroniques, difficultés de prise en charge et combats quotidiens des familles, la drépanocytose continue d'impacter de nombreuses vies en Côte d'Ivoire. Nous avons un reportage signé Konesiaka. La drépanocytose tue en silence en Afrique. Chaque année, des milliers d'enfants naissent avec cette maladie génétique. Mais beaucoup meurent avant même d'avoir été diagnostiqués. Et pourtant, la maladie n'est pas une fatalité. Détectés tôt et correctement suivis, les patients peuvent vivre longtemps et normalement. Le véritable problème est l'insuffisance des moyens consacrés à sa recherche et à sa prise en charge. L'Afrique porte la plus lourde charge mondiale de la drépanocytose, mais paradoxalement, les investissements restent faibles. Dans de nombreux pays, les familles doivent encore parcourir de longues distances à la recherche des spécialistes ou même acheter des médicaments souvent trop chers. Le dépistage néonatal, qui devrait être systématique, demeure inaccessible à une grande partie de la population. Autre difficulté, la recherche africaine manque de financement alors que les chercheurs du continent sont les mieux placés pour comprendre les réalités locales. Au-delà des soins, il faut aussi combattre l'ignorance et la stigmatisation. Trop de malades sont victimes de discriminations, de préjugés ou d'abandon. La drépanocytose est une question médicale, mais aussi sociale et politique. Aujourd'hui, l'urgence est claire. Investir massivement dans la prévention, la recherche et l'accès aux soins. Alors, recherche et prise en charge de la drépanocytose en Afrique, quel enjeu? C'est notre thématique pour aujourd'hui. Pour en discuter, nous recevons le professeur Siransi Liliane. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes présidente de la Société ivoirienne d'hématologie, d'immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine. Ouais. D'accord. Professeur Gustave Koufi, bonsoir professeur. Bonsoir, Marie. Vous êtes président du comité d'organisation du symposium et vous êtes président du réseau de lutte contre la drépanocytose. C'est bien cela. Et vous êtes auteur. Vous avez sorti récemment, enfin il y a quelques années, un livre, Tout savoir sur la drépanocytose. Exactement. On comprend bien que c'est une maladie dont vous avez tous les deux fait un combat. Oui. C'est bien ça. D'accord. Alors, déjà, quelles sont vos réactions? Qu'est-ce que vous inspire donc l'élément de reportage que nous venons de voir? Quel est votre regard, professeur? Je commence par vous. Merci beaucoup. D'abord, nous voulons dire merci à toute la direction de la RT1 qui ne ménage aucun effort pour nous donner un espace d'information pour la population sur cette maladie dévastatrice qui est la drépanocytose. Le documentaire, il est bien précis. Il pose un problème réel d'une maladie orpheline pour laquelle les moyens dégagés, n'est-ce pas, font défaut. Et donc, il est évident qu'aujourd'hui, il y a un intérêt qui se dégage dans le monde entier sur la collecte de fonds au plan international, même au niveau de l'OMS aussi également, pour rattraper, n'est-ce pas, cette injustice que nos malades drépanocytoses ont vécue depuis des années. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a de l'espoir quand même avec les nouvelles thérapies qui sont en vogue actuellement au plan international et au plan national. Donc il est important quand même qu'on s'en intéresse, qu'on voit dans quelle mesure on peut apporter notre contribution à la lutte. Merci. Alors, professeur Siransi Liliane, quel est votre regard sur cet élément? Eh bien, je suis tout à fait d'avis que la drépanocytose pose un réel problème de santé publique et les familles souffrent, les communautés souffrent. C'est un problème réel, un problème majeur de santé publique et il est important que les autorités et les communautés s'organisent autour de cette affection.
D'accord. Alors, vous êtes président de la Société ivoirienne d'hématologie. Qu'est-ce que c'est? D'immunologie. Qu'est-ce que c'est? D'oncologie. Qu'est-ce que c'est? Et puis, transfusion sanguine. En effet, je suis la présidente de cette société savante depuis 2021 maintenant. Et donc, la société, c'est la CIOTS en abrégé. CIOTS, c'est la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie et transfusion sanguine. Alors, l'hématologie, c'est la science qui s'occupe des maladies du globule rouge, du sang, des maladies du sang. L'immunologie, c'est la science de l'immunité. Donc, on cherche à comprendre ce qu'on a derrière cette immunité que tout le monde utilise au quotidien. Et puis, l'oncologie, c'est la science des cancers, qui analyse les cancers, qui prend en charge les cancers. Et puis, la transfusion sanguine, également, c'est important également. C'est un élément thérapeutique qui entre dans la prise en charge de ces affections-là. D'accord. Donc, on comprend bien que le sang est principalement concerné quand on parle de drépanocytose. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, professeur, qu'est-ce que la drépanocytose et pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de la première maladie génétique au monde? Oui, d'abord la drépanocytose, c'est une maladie génétique, comme on le dit, qui touche le globule rouge, particulièrement l'hémoglobine. C'est une maladie dont la découverte date de plus d'un siècle, depuis le début de l'an 2000. C'est en 2005 que cette maladie a été découverte pour la première fois. C'est une maladie la plus fréquente parce que, justement, quand on prend dans le monde entier, par l'ampleur, n'est-ce pas, de la maladie, environ 120 millions dans le monde entier de sujets qui portent le trait. Et donc, vous comprenez que c'est quand même très important ce chiffre-là. Et quand on voit un peu le nombre d'enfants qui naissent chaque année, environ 260 000 naissances par an en Afrique. Et puis, la mortalité, n'est-ce pas, de cette maladie chez les enfants de moins de 5 ans, aujourd'hui estimée à près de 350 000 décès par an, avec environ 50 à 80% des enfants qui meurent avant l'âge de 5 ans. Donc, c'est important en termes de fréquence, parce que c'est la première maladie génétique. Et puis, c'est important également en termes de mortalité et de morbidité. C'est-à-dire que les complications sont tellement dévastatrices qui font que vraiment, en tout cas, ça altère la qualité de vie des patients. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est important quand même qu'on s'en intéresse. D'accord. Professeur Sirancy Liliane, alors comment cette maladie agit concrètement dans l'organisme? Si vous deviez nous schématiser ça. Oui, alors c'est une maladie, en fait, dans cette maladie génétique qui est grave et qui est sévère, on a le globule rouge qui n'a plus sa déformabilité habituelle et donc il se coince au niveau des vaisseaux sanguins, il va boucher les vaisseaux et cela va entraîner donc des crises douloureuses, vaso-occlusives au niveau des os, au niveau des articulations principalement. Et en plus de ça, en plus de cette douleur, vous avez l'anémie, vous avez des complications de tous les organes pratiquement qui peuvent être atteints au cours de cette maladie. Et bien sûr, les enfants ont des retards de croissance. Voilà. D'accord. Mais pourquoi est-ce que la drépanocytose continue de tuer autant d'enfants en Afrique, et puis Afrique subsaharienne? Pourquoi est-ce qu'on dit que la drépanocytose, c'est une maladie, j'aurais presque dit africaine? Pourquoi? Oui, elle est africaine parce que l'origine de cette mutation a débuté, n'est-ce pas, dans le continent noir. Et c'est vrai qu'elle a été découverte en 1905, mais déjà 300 ans avant Jésus-Christ, cette maladie existait, n'est-ce pas, dans nos traditions. C'est ce qui expliquait déjà que souvent les relations entre cousins dans la consanguinité expliquaient souvent qu'il y a l'ensemble des enfants d'une femme présentaient, n'est-ce pas, des complications qui faisaient même penser qu'il y avait une sorcellerie, c'était un mauvais sort qui était lancé à cela. Et donc, le fait que la mutation soit survenue, c'est lié au paludisme. Parce qu'il y a un lien entre le paludisme et la drépanocytose. Et les progrès qui ont été réalisés montrent bien que le paludisme a contribué à l'apparition de la mutation du gène de la drépanocytose. Et comme on sait quand même que le paludisme sévit principalement en Afrique, surtout dans la zone subsaharienne. Et donc on comprend que la zone de prédilection de la drépanocytose est superposable à la zone d'endémie palustre. Donc c'est ce qui explique, n'est-ce pas, le lien de causalité entre la drépanocytose et le paludisme. Mais on en parle depuis des années, surtout avec vous, professeur. Mais est-ce qu'il y a un recul de la drépanocytose en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce qu'il y a une prise en charge plus efficace aujourd'hui si on devait faire un petit point? Non, malheureusement, nous sommes toujours au même niveau. Vraiment, depuis plus de 4 ans, vous et moi, on se retrouve pour en parler. Et c'est la raison pour laquelle on continue de parler. Et c'est la raison pour laquelle je vous dis merci de vous donner l'opportunité, n'est-ce pas, de parler. Mais il faut dire qu'il y a eu 2 périodes. La période avant 2005,
où cette maladie vraiment n'était pas une priorité, n'est-ce pas, pour l'OMS. Et ce n'est qu'à partir de 2005 que l'OMS, l'UNESCO, les Nations Unies ont compris qu'il fallait que cette maladie soit considérée comme un problème de santé publique. Et par conséquent, les différents États puissent, n'est-ce pas, dégager des moyens colossaux pour faire en sorte qu'on puisse, n'est-ce pas, prendre en charge les enfants qui naissent dans le cas, n'est-ce pas, de la drépanocytose. Donc, les 3 résolutions que l'OMS a décidées, c'est d'abord de dépister systématiquement tous les nouveaux-nés qui naissent dans les territoires dont le taux de prévalence est au-dessus de 10%, de créer, n'est-ce pas, des centres dédiés, n'est-ce pas, à la prise en charge et de mettre en place un programme national dédié à la lutte. Un peu comme on le fait pour le paludisme. Ça a été décidé, mais est-ce que c'est effectif? Non, jusqu'à là, ce n'est pas effectif. Mais dans certains pays, c'est quand même effectif, où vraiment il y a des progrès qui sont réalisés et qui impactent, n'est-ce pas, sur le recul, n'est-ce pas, de la maladie. Donc c'est quoi? Ce sont les coûts qui sont trop élevés? C'est un manque de sensibilisation? Non, je pense que c'est la politique. Parce que pour mettre en place une politique pérenne, il faut quand même qu'il y ait les moyens qui soient mis à la disposition, non seulement pour le dépistage et pour la sensibilisation. Aujourd'hui, on sait que pour dépister, ça ne coûte pas grand-chose, 2000 francs CFA pour dépister. Vous voyez, donc c'est accessible à tous. Oui. Donc une fois qu'on a dépisté et qu'on a sensibilisé, c'est de cette manière qu'on peut réduire, n'est-ce pas, la naissance des enfants drépanocytaires et bien sûr l'appui à la prise en charge, n'est-ce pas, à la subvention des médicaments pour les nouveaux-nés qui naissent à drépanocytaires. Si on peut, n'est-ce pas, les inclure dans les paquets minimum d'activités, qu'on parle de la gratuité ciblée, je pense qu'en faisant cela, on peut réduire les complications liées à la drépanocytose. Est-ce qu'il y a un besoin croissant de poches de sang, par exemple? Ah oui, parce qu'il faut dire que la prise en charge de la drépanocytose, et en tout cas dans la prise en charge, la transfusion occupe une place importante. Ce sont des malades qui sont anémiés et donc ils ont tout le temps besoin d'être transfusés. Et c'est important qu'on ait justement suffisamment de produits sanguins pour faire face à la demande de ces patients-là. C'est vraiment important. D'accord. Alors, il y aura en Côte d'Ivoire, dans un avenir très proche, le 10e symposium international du REDAC. Alors, vous pouvez m'en parler, madame? Merci. Alors, le 10e symposium du REDAC, d'abord, le REDAC, c'est le réseau d'études de lutte contre la drépanocytose d'Afrique centrale. Donc, c'est un réseau qui a été créé initialement en Afrique centrale, mais qui associe donc des partenaires partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Inde, en Afrique australe, en Afrique centrale. Et donc, les premiers symposiums se sont déroulés plutôt en Afrique centrale, en Afrique australe, en Afrique de l'Est. Pourquoi? Là-bas, il y a plus de cas qu'en Afrique? Oui, effectivement. Pour revenir un peu aux chiffres de prévalence, la RDC et le Nigeria sont les 2 pays africains où la prévalence est la plus élevée. Donc, tout est parti de là-bas, donc en RDC. Et progressivement, ils ont fédéré les pays de la région dans le REDAC. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est que l'Afrique de l'Ouest, il est important que l'Afrique de l'Ouest se joigne à ce réseau-là. Et c'est pour ça que la Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter ce symposium. D'accord. Voilà. Alors, professeur Kofi, dites-moi, à vous écouter parler, on a le sentiment que la consanguinité est un facteur important dans la transmission de cette maladie-là. Oui. C'est comme ça qu'on dit? Oui, exactement. Mais est-ce que ça veut dire que en Côte d'Ivoire, ça veut dire qu'on ne prend aucune précaution avant de se mettre en couple? Est-ce que ça veut dire également qu'il n'y a aucun dépistage qui soit fait avant qu'on aille au mariage? Est-ce que ça veut dire que lorsque la femme est enceinte, elle ne fait pas de tests ou d'évaluation pour voir comment elle peut aider l'enfant qu'elle porte avant qu'il naisse? Est-ce que ça veut dire? Oui, d'abord la consanguinité, c'est un facteur important qui augmente la prévalence de la maladie. Et la preuve, les études qui ont été réalisées dans notre pays, à l'échelle nationale, ont montré qu'il y a des zones où la prévalence est plus élevée. Par exemple, le nord de la Côte d'Ivoire, par exemple, où les taux de prévalence qui vont de 14 à 20% de la population. Le nord-est également, qui va jusqu'à 14%. Parce qu'on se marie entre nous. Parce que justement, il y a une consanguinité qui est épouse ta cousine, épouse ton cousin. Voilà, c'est ça. Et donc, ça crée... Ça crée, n'est-ce pas, ça augmente, n'est-ce pas, la prévalence. À côté de cela, il y a l'ignorance aussi également. Parce que vous êtes un couple, vous voulez vous mettre ensemble pour créer une famille, vous ne vous dépistez pas. Vous ignorez que l'autre est porteur du trait et vous-même, vous ignorez votre statut. Donc, c'est l'enfant qui naît drépanocytaire qui laisse découvrir que les parents sont des porteurs du trait. Et ça, c'est une question d'ignorance. Donc, si les gens ne font pas leurs tests prénuptiaux, c'est-à-dire qu'avant le mariage, ils ne font pas les tests,
eh bien, voilà, il y a le risque, n'est-ce pas, que l'enfant qui naisse soit... Voilà. D'accord. Alors, deux questions à ce niveau-là. C'est difficile de remettre en cause une relation. Quand on s'aime, on se dit que Dieu est grand, Dieu peut tout. Ouais. Ils ont beau être médecin, Dieu est Dieu. Donc, est-ce que le fait de se faire dépister même tard, et puis on découvre qu'on est porteur du trait, est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une autre option que de se séparer? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, dès l'instant où c'est su et qu'on décide de ne pas se séparer, est-ce que l'enfant peut être protégé avant la naissance? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de progrès qui sont réalisés aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous êtes des couples qui sont porteurs, il y a des couples qui étaient porteurs, ils sont conscients du risque que cela court, n'est-ce pas, de mettre au monde un enfant. Mais il faut dire que le risque n'est pas à 100%. Hein. Il y a quand même près de 25% de chances d'avoir des enfants sains qui sont dépourvus, n'est-ce pas, de l'anomalie. Et il y a 25% de risque que l'enfant... Mais comme c'est une notion de hasard, parce que la loi de la génétique, c'est la loi du hasard, c'est en cela que les gens parlent de Dieu, bon, la chance et tout ça. Donc là, si on s'en tient au hasard, bon, c'est quand même le risque de 25% d'avoir des enfants drépanocytaires. Mais par contre, on a la possibilité, n'est-ce pas, de programmer, n'est-ce pas, la naissance des enfants dépourvus, n'est-ce pas, de l'anomalie génétique, grâce au progrès de ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée, qui consiste, n'est-ce pas, à sélectionner les gamètes, hein, les seins, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un accouchement in vitro, pour garantir, n'est-ce pas, que l'enfant qui Ça va coûte naître... cher, c'est accessible en Côte d'Ivoire? Oui, ils le font ici. Mais ça coûte vraiment cher. Ouais, D'accord. Donc c'est le seul moyen. Sinon, le reste, c'est la probabilité. La probabilité, oui. Mais une fois que le couple en a conscience, pendant déjà la grossesse et puis après l'accouchement, ça veut dire qu'une prise en charge précoce peut inhiber cette maladie ou bien peut permettre aux porteurs de vivre mieux. Pas inhiber, mais ça peut permettre aux porteurs d'éviter les complications et d'avoir une espérance de vie superposable à celle du sujet sain. C'est pourquoi on parle de dépistage néonatal précoce ou même de dépistage anténatal. C'est-à-dire que la femme enceinte, c'est-à-dire qu'on peut la dépister étant enceinte en faisant un prélèvement au niveau du trophoblast pour savoir si l'enfant qui va naître sera drépanocytaire. Et quand on le sait, dès la naissance, on met en place des mesures préventives pour éviter, n'est-ce pas, les complications, okay, pour assurer une qualité de vie du patient meilleure que... voilà. D'accord. Voilà. Professeur Siransi Liliane, dites-nous, alors pourquoi cette 10e édition donc, du symposium constitue un rendez-vous très important pour les spécialistes africains? Merci. Oui, alors ce 10e symposium, déjà c'est un symposium africain de haute, qui est très important pour l'Afrique parce qu'il va réunir des experts africains, c'est vrai, mais également des experts qui viennent d'Europe, des États-Unis et d'Inde. Voilà. Et donc au cours de ce symposium... Pourquoi l'Inde? L'Inde parce qu'ils ont également, ils sont porteurs également de la drépanocytose et ils sont concernés par cette pathologie. Donc ils seront également présents. Voilà. Et donc, ces chercheurs, ces participants, ces conférenciers vont se retrouver pendant 3 jours et échanger sur l'actualité dans la prise en charge de la drépanocytose. Donc, ça va permettre d'enrichir les participants africains sur ce qui se fait, sur ce qui peut se faire et de créer un network pour échanger véritablement sur cette affection, mettre en place des protocoles, par exemple, harmonisés pour la prise en charge des patients, et réfléchir sur le dépistage néonatal. Voilà. Donc, tous ces points-là seront abordés. Alors, est-ce qu'il y a des pays que l'on cite en exemple qui ont réussi à maîtriser et puis à faire reculer les drépanocytaires? Oui, les pays qui ont commencé très tôt. C'est-à-dire que je prends l'exemple des États-Unis, par exemple, et même l'Europe aussi également. Parce que les États-Unis, par exemple, le dépistage néonatal a commencé dans les années 80. Et donc, ils ont réussi, grâce, n'est-ce pas, à cette politique de sensibilisation de dépistage néonatal, à faire reculer, n'est-ce pas, la tare. Maintenant, il y a certains pays, notamment au niveau de l'Afrique de l'Est aussi également, où il y a des moyens colossaux qui ont été dégagés, n'est-ce pas, pour faire vraiment reculer, n'est-ce pas, la tare. Donc, lorsqu'on met en place ces politiques en charge, n'est-ce pas, on réussit, n'est-ce pas, non seulement à réduire la fréquence dans la sensibilisation de la population, parce que c'est là où on tient compte, n'est-ce pas, des leaders communautaires et des ONG de lutte contre la drépanocytose qui, à force de sensibiliser dans toutes les langues, vraiment, ça permet, n'est-ce pas, aux gens d'être sensibilisés et de prendre conscience de la possibilité, n'est-ce pas, de garantir une descendance saine, dépourvue, n'est-ce pas, de l'anomalie génétique. Donc, on peut prévenir. Donc, je pense que si on peut le faire par la sensibilisation et par les moyens qui permettent, n'est-ce pas, de mettre en place des politiques publiques, on peut réussir, n'est-ce pas, à... Donc, la progéniture saine, le seul moyen, le réel moyen, c'est de ne pas
se mettre ensemble Oui, c'est pour l'idéal. avoir des enfants. Ouais, c'est Ça, l'idéal. c'est l'idéal. C'est l'idéal, voilà, c'est Mais l'idéal. sinon, Ouais. quand cette précaution n'est pas acceptée, Ouais. c'est de dépister tôt Voilà. pour améliorer les conditions de vie Exactement. et puis que ça puisse être superposé à Exactement. un porteur. Exactement. Ça, Exactement. c'est ça. Mais sinon, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il y a 14-18% d'enfants. 12 à 14% 12 à 14% de prévalence. de prévalence. Voilà. Et les enfants de moins de 5 ans? On peut estimer, parce qu'ils sont les plus nombreux en fait, on peut estimer, ils représentent environ 80% de la population des sujets malades. Parce que lorsqu'on prend en charge, parce qu'il y a beaucoup de décès, voilà, c'est-à-dire que de quitter l'enfance pour arriver à l'âge adulte, il y a environ 40 à 50% des enfants qui meurent avant 5 ans. Donc c'est surtout, n'est-ce pas, la population infantile qu'il faut, c'est sur cette population qu'il faut agir. Et donc si on part sur le principe que le couple mère-enfant a une priorité, n'est-ce pas, dans le système de santé publique, c'est là où il faut mettre l'accent là-dessus. D'accord. Alors, il y a ce projet de registre global interconnecté des patients. Qu'est-ce que c'est? Oui, alors c'est un registre, c'est juste que tous les malades seront recensés. Chaque pays devra recenser ses malades et puis échanger donc sur le contenu des profils que présentent ces malades. Et puis voilà, ça enrichit en fait chacun et ça permet de comprendre un peu les pathologies que chacun peut avoir, échanger sur les protocoles également. Donc on aura une meilleure cartographie. Voilà, c'est ça, Et puis- exactement. Alors, quand vous parlez d'accès à l'hydroxyurée, ça reste difficile pour beaucoup de familles. On en a besoin, pourquoi? Alors l'hydroxyurée, c'est le traitement, enfin c'est un traitement qui est en ce moment utilisé dans le cadre de la drépanocytose et malheureusement, je pense que tout le monde n'a pas accès encore à ce médicament. Je parle sous le contrôle de Prosacofi. Et ce symposium aussi, c'est l'occasion de présenter le produit et de le présenter, de mieux le faire connaître aux praticiens. D'accord. Alors, en parlant de pratique, de praticiens, alors on va parler de médecine traditionnelle. On va parler de pharmacopée. Alors, certaines plantes doivent être valorisées également. Mais est-ce que la pharmacopée traditionnelle rentre dans une démarche scientifique? Ah bien sûr, elle a sa place. Elle a sa place. D'ailleurs, durant ce symposium, il y a un panel, c'est-à-dire qu'il y a une science qui est destinée, n'est-ce pas, à la médecine traditionnelle dans son apport au niveau de la drépanocytose. On a prévu ça lors du symposium. Donc, effectivement, on a une pharmacopée qui est quand même élargie, qu'on peut vraiment utiliser. On a vu, par exemple, le cas du Burkina Faso, où ils ont pu utiliser, n'est-ce pas, la pharmacopée traditionnelle pour mettre en place un médicament qu'on appelle FACA, voilà, qu'ils ont utilisé. Ils ont fait des expérimentations. Je pense que c'est surtout ça. Toute la médecine, aussi bien traditionnelle comme moderne, peut-être, n'est-ce pas, on peut échanger pour voir dans quelle mesure on peut, n'est-ce pas, mettre en place des procédures, n'est-ce pas, pour aboutir à des médicaments efficaces pour la lutte contre la drépanocytose. D'accord. Alors, c'est un aspect phare de ce symposium, Oui. avoir cette juxtaposition des différentes sciences. Exactement, oui. Le programme de la médecine traditionnelle de Côte d'Ivoire sera présent également pour animer cette table ronde. Très important. Et ce symposium, il aura lieu où donc? Alors, ce symposium aura lieu à Yamoussoukro, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Et donc, on a suffisamment de place pour accueillir tout le monde. Voilà. Que ce soit les praticiens ou pas, tout le monde est concerné par cette pathologie. Les élèves, les enseignants, enfin tout le monde sans exception peut venir écouter, s'informer, apprendre sur la drépanocytose, voilà, pour mieux lutter contre cette pathologie. Alors, avant de vous permettre de conclure pour chacun d'entre vous, en lançant un message, alors on parle souvent de la drépanocytose avec les patients donc, qui souffrent, mais les familles également, cela est très éprouvant pour les familles. Ah oui, ah oui, parce que vous imaginez une femme qui met au monde un enfant, qui est très heureuse de voir son enfant, et puis à un moment on découvre que l'enfant est drépanocytaire. L'enfant est tout le temps hospitalisé, avec des récurrences d'hospitalisation d'environ 6 hospitalisations par an. Et non seulement il y a une souffrance familiale, et puis il y a également le budget familial, n'est-ce pas, qui se réduit, parce qu'il faut payer les médicaments, il faut payer la transfusion, il faut payer les hospitalisations. Je crois que c'est quand même tout le monde qui souffre, hein, donc je pense que c'est dévastateur pour tout l'entourage. Hein. Voilà. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, la drépanocytose ne fait pas partie des médecines d'urgence encadrées? Pour l'instant, on n'a pas encore, n'est-ce pas, de décision forte dans ce sens-là. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de subvention. Ouais, par exemple, l'hydroxyurée dont on parlait tout à l'heure, il y a eu, n'est-ce pas, il y a des pays qui ont réussi, n'est-ce pas, à fabriquer leur propre hydroxyurée.
Voilà, il y a le Sénégal qui a réussi, n'est-ce pas, à mettre en place, n'est-ce pas, le dossier à moindre coût. Il y a le Nigeria également qui a réussi à le faire aussi également. Il y a d'autres pays qui sont en train de le faire pour rendre ce médicament accessible, n'est-ce pas, à l'ensemble des populations. Donc je pense que c'est tout ça que nous souhaitons. Et donc c'est un appel de pied, n'est-ce pas, à nos autorités pour faire en sorte de se pencher sur cette question qui est la drépanocytose. Je vous remercie. Professeur Siransi Liliane, quels sont vos derniers mots? Alors, je dirais tout simplement que la drépanocytose n'est pas une fatalité et c'est ensemble, c'est une lutte collective. Tout le monde est concerné par cette lutte. Le médecin, au décours d'une consultation, doit pouvoir faire demander un test. À l'occasion d'une consultation prénatale, on doit pouvoir demander un test. Toutes ces occasions sont des opportunités de dépistage et il ne faut pas les rater pour pouvoir freiner l'évolution de cette maladie. Voilà. Nous rappelez les dates du symposium? Alors les dates, le symposium, on commence le 2 juin par une formation continue. Donc tous les acteurs du domaine de la santé sont invités à cette formation. Ensuite, le 3, le 4 et le 5, le symposium va se dérouler donc à la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Je vous remercie d'être venu, professeur Siransi Liliane, président de la Société ivoirienne d'hématologie, d'immunologie, d'oncologie et de transfusion sanguine. Professeur Gustave Kofi, merci à vous d'être venu. Vous êtes président du comité d'organisation du symposium. Vous êtes également président du réseau de lutte contre la drépanocytose et vous êtes auteur du livre Tout savoir sur la drépanocytose. Alors, cette drépanocytose reste néanmoins un immense défi sanitaire pour l'Afrique, mais à travers la recherche scientifique africaine, les innovations médicales et les échanges entre experts donc réunis pour ce 10e symposium du REDAC, l'espoir d'une meilleure prise en charge continue de grandir pour des milliers de familles sur le continent. Merci à vous d'être venu. Merci De nous avoir suivis. Merci. Et puis à bientôt pour un nouveau numéro de Ça fait l'actualité.